ravi aujourd'hui pour donner un cours sur, sur la catégorie de récit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le catégorie de récit? Le récit, c'est quoi? La catégorie, la grade, etc. Ce sont là des choses qu'on va voir pour mieux estimer. Alors, si on va dans la définition du récit, c'est quoi? C'est raconter quelque chose. Le récit, c'est quelque chose qu'on raconte, bien sûr, qui doit être né par la parole et la conscience humaine. Alors, pour ce qui est du récit, on raconte toujours des histoires, des choses, des contes, de fables, etc. Là, quand on parle du conte, c'est un genre littéraire. Quand on parle de fable, c'est un genre littéraire aussi. Quand on parle des romans, par exemple, pour le roman à thèse, qu'est-ce que ça veut dire le roman à thèse? Le rapport entre vérité et vraie semblance et motivation aussi. L'un des trois caractéristiques de reconnaître aussi serait de tenter de facilement de se faire oublier, de s'effacer alors même qu'elle est immortelle aussi dans la bibliographie. Alors la bibliographie c'est un genre littéraire aussi. En ce qui concerne le roman à thèse, il se doit objectif, impartial et aussi prendre en charge les délivrances de messages pour un ou des personnes. Alors c'est pour ça. Pour ce qui est de la partie très réaliste, c'est une partie de l'histoire humaine où il y a la mémoire qui devait permettre l'expansion d'un délire de conformation, etc. Et je sais que cette matière est très vraiment intéressante et très, comme on peut dire, que c'est profond, c'est une matière profonde dans le récit. Pourquoi? Parce que là, en détail, on fait l'analyse, on fait l'expression, on fait l'exposé, on fait ce qui en relation avec la langue, avec l'auteur, avec ce qui est prose, ce qui est poésie, ce qui est vraiment pas dans la langue. Alors le récit à motivation implicite, c'est quoi? C'est un récit vraisemblance, exemple. Le prince fit appeler sa monture et partit à la chasse. Alors, récit motivé avec motivation de premier degré. Alors, appeler motivation resterait toujours comme ça la motivation généraliste, et aussi le récit arbitraire qu'on va voir prochainement dans les autres cours. En ce qui concerne le comique, c'est un genre, le comique d'investigation, le comique de mots, le comique de caractère et le comique de mœurs. Alors là, on a donc beaucoup de choses à dire sur ce récit. Bon, en ce qui concerne Théodore, qui est le grammairien du récit, Théodore est très connu dans le récit, mode, voix, histoire et discours dans le récit. Alors, et là, Théodore a vraiment écrit beaucoup de choses sur le récit littéraire, lisant de genre des crèmes au rhum et aussi des ouvrages le clan par rapport
veut dire qu'il y a beaucoup de livres à prendre en considération en ce qui concerne le récit. Certainement, Théodore a bien fait de bien rédiger ses livres sur le récit, etc. Alors, l'assurance aussi, philosophe allemand, en 1977, a connu aussi le personnage, a tracé les travers de recherche annexes, la recherche des annexes aussi. Et puis, on va voir les empereurs et aussi les commandes de la mémoire, etc. La mémoire comme étant en relation avec le récit, et aussi on a beaucoup de choses à dire sur l'origine de l'ouvrage, etc., comment ça se passe dans les ouvrages, et comment résumer, faire de la confidence aussi, c'est un élément très favorable dans la langue française, la philosophie, donc de biographie, la mémoire, le journal, les souvenirs et aussi l'essai. Ce sont là des choses dans le récit qu'on doit vraiment prendre en considération quand on raconte l'histoire littéraire française. Et aussi on raconte Flaubert, assigner la description ou un rôle inédit dans le mouvement littéraire et aussi dans le moment de relations exceptionnelles avec cette langue. Gustave Flaubert représente toujours l'homme à Madame de Bovary, un œuvre réaliste résumée par des choses très intéressantes. Alors, Charles Baudelaire, officier dans la santé médiocre, épousant second, note Emma, note seconde, note Emma, fille d'un gros permis des environs de poste. Alors, ça, c'est le résumé de Madame Bovary. On va vraiment voir que c'est Madame Bovary ce qu'il fait, ses personnages, aux allures, etc. On ne va pas se trouver avec ce récit de Madame Bovary. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours la chance de voir ce qui est là-dedans avec Baudelaire dans les cours qui suivent, surtout sur le récit et les catégories de récit. Alors moi, je donne mon propre cours qui est vraiment satisfait dans sa complémentarité avec la langue française, Victor Hugo, c'est tout ça. Et aussi, quand on voit les Misérables, par exemple, quand on voit Jean Valjean et la représentation de Jean Valjean, par exemple, représente vraiment quelque chose de merveilleux, Cosette, arrive, et aussi Rodolphe, etc., les personnages plus touchants dans le théâtre français. Et aussi, c'est un moment consacré à la défense des opprimés et des victimes. Alors, c'est comme ça qu'on voit Jean Valjean, qui est vraiment un personnage très redouté dans la littérature française, et aussi le contrôle des êtres humains par des choses qui sont et des obstacles surnaturels aussi. On va voir le naturalisme comme étant avec Zola, Émile Zola, qui a écrit bravo à cet auteur qui a écrit vraiment des chefs-d'œuvre en ce qui concerne le catégorie de récit, en ce qui concerne le mouvement naturalisme et aussi la création des objectifs qui ont dans la science, dans la lecture globale de ces fondements qui sera vraiment intéressant à voir. Je viens toujours vous donner des cours qui sont vraiment l'ordre du romantisme. Pourquoi? Parce que si le romantisme donne vraiment avec Stendhal quelque chose de merveilleux, c'est que Stendhal est le créateur d'un mouvement vraiment qui s'oppose au classicisme et qui donne vraiment un appui sur l'avenir, sur sa pose. Le romantisme s'impose
classicisme sur plusieurs points qui sont dans la critique, la mer, etc. En votant l'orientalisme aussi comme être dans un grand mouvement littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est veut dire l'orientalisme? Qu'est-ce que c'est en relation avec la prose, avec la description, sa relation avec la narration ultérieure et la narration simultanée? Qu'est-ce que ça veut dire la narration ultérieure? Qu'est-ce que ça veut dire la narration simultanée? Alors, je veux vraiment retourner un petit peu sur la narration intercalée et aussi sur le narrateur, et sur les faits, théories et les lois que se déroulent sous ce qu'on a dans la troisième ligne de cette valeur humaine de la bibliographie aussi, tirée de certains limites latines volées, typologie narrative, etc., texte narratif. Tout cela est vraiment un acte merveilleux à compter sur les flamands, mais aussi sur le plancher, sur la composition, sur le roman d'analyse et de confidence, les grands mœurs littéraires, les grands mouvements littéraires, les personnages, les descriptions, la narration et aussi cinéma et littérature. Tout cela, ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes à voir dans cette matière du récit et qui s'imposent toujours sortie de normal dans les œuvres, des résumés, etc. Les caractéristiques, l'isolement, la dépensée, le projeté du société, le projet de la société, les décisions à prendre, mais aussi le commentaire, comment faire le roman, continent, etc. Une signification morale. L'auteur décrit toujours ses sentiments, ses habitudes, ses attitudes et aussi comment faire la société critique d'une façon vraiment valable, le criticisme, etc. Dans cette matière. Alors, pour moi, le récit, c'est quoi? C'est le récit, c'est on raconte des histoires, on raconte des mouvements, on raconte des personnages. Il y a toujours la bienséance, il y a toujours les règles de la bienséance qu'il faut retenir par cœur. Pour chaque histoire, il y a le début, la fin et le dénouement de l'histoire et aussi la fin de l'histoire, comment il va être heureuse, malheureuse, etc. C'est une façon d'écrire une lecture globale de chacun de nous. Chaque auteur représente son mouvement, sa création selon les mouvements artistiques, les mouvements culturels et les mouvements qui impactent la société, l'être humain, par exemple. Le Molière, le malade imaginaire, la représentation avec l'histoire de la France et aussi avec Gervaise et sa représentation qui trace une période de temps de la France, etc. Avec Balzac, le père Goriot, etc. Tout cela veut nous expliquer comment la nature des gens change, les personnages changent selon les choses qui sont représentées, par exemple dans le personnage de Don Juan, comment l'hypocrisie, comment l'attirance, le charme, comment l'admiration d'un personnage, le doute, comment le chagrin, comment la méchanceté, par exemple, représentée par les personnages qu'on a dans chaque personnage a sa vraie nature et sa vraie personnalité. Et la personnalité joue un très grand dans le récit. Alors chaque récit a une personnalité et chaque personnalité a un récit probable qui se déroule avec le jeu de la
création d'un livre, création d'un œuvre, etc. Il y a l'iconographie, il y a beaucoup de choses graphiques là-dedans dans l'histoire. On passe de choses qui sont faciles aux choses qui sont plus grandes, plus discutables, le commentaire, l'analyse d'un texte, etc. Alors, notre cours touche à sa fin. J'espère que ma relation avec le conte et le récit n'est pas profonde. C'est pour cela que j'estime beaucoup que vous allez chercher dans ce domaine de récit, parce que c'est pas vraiment, je ne suis pas classé comme quelqu'un qui fait des récits, qui fait des fables, des contes, etc., qui fait de la poésie vraiment, qui fait des romans, des recherches, mais je lis toujours les romans et je crois que le récit va vous plaire et cette face-à-face, cette détermination aussi de catégorie de récit va vous plaire, va vous donner envie de chercher sur le domaine de le récit et le domaine de littérature française, bien sûr. Alors, je vous laisse.